Le réseau de télévision CMA-TV est heureux de vous présenter la Chronique Santé avec le pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre Chronique Santé en compagnie de notre pharmacien ou votre pharmacien, Daniel Lachance, propriétaire de pharmacie Proxime et Uniprix à Montmagny. Daniel, bonjour. Bon matin. Daniel, récemment, il a passé un article, il a paru un article dans le Journal de Québec qui disait « Les aînés gavés de pilules ». Ce qu'on nous disait, c'est qu'une chercheuse qui estime que les pharmaciens ne devraient plus être payés à la prescription, c'est Amélie Saint-Yves qui avait écrit cet article-là. T'en penses quoi? En fait, le fond de l'article n'est pas mauvais du tout. Le titre est vraiment désagréable, par contre, là, parce que, bon, il n'y a pas un médecin ou un pharmacien qui veut gaver les gens de pilules. C'est totalement faux. Bon, au niveau du sujet de la rémunération, écoute, présentement, l'OQPP est en négociation justement pour changer le modèle de rémunération et non plus être basé seulement sur la distribution, mais être sur les services pharmaceutiques, un petit peu justement pour répondre à la nouvelle réalité clinique des pharmaciens. Fait que ça, c'est un vœu qu'on a depuis longtemps de ne plus être payé à la pilule qu'on vend, mais plus à l'évaluation. C'est encore comme ça actuellement? On est payé à la distribution principalement. Il y a eu les nouvelles lois. Quand tu dis distribution, c'est prescription? C'est ça, exactement. Fait que dans le fond, nos honoraires de rémunération, c'est vraiment pour un service dans un pot, un service anticipé. C'est vraiment relié à une distribution d'un médicament et non pas pour, mettons, l'évaluation d'un patient où on va décider, ce patient-là, je l'évalue, je suis payé pour, mettons, ce qu'on voudrait, mettons, c'est que ce patient, je m'assieds là, mettons, avec lui, on fait une évaluation de sa médication, on fait des recommandations au médecin, on pourrait essayer de cesser ça, modifier ci, puis bon, bref, comme une rémunération de prise en charge d'un patient, au lieu d'être payé à la pilule, on serait payé pour un dossier, mettons, fait partie. Évidemment, on ne pourra jamais enlever toute la rémunération reliée à la distribution, parce que bon, il y a un certain modèle d'affaires, tu ne peux pas tout changer d'un coup sec, mais on voudrait être plus impliqué au niveau cognitif. Ça a déjà changé beaucoup. Il y a quelques affaires. Avec la réforme Barrette, il y a eu du changement. Quelques choses intéressantes. Comme on a parlé l'autre fois, bon, justement, prescrire pour le voyage, prescrire pour des conditions mineures qu'on n'a pas besoin de diagnostic. Il y a eu certaines avancées, mais ça pourrait être encore mieux. Ceci dit, pour revenir au sujet des aînés, évidemment, c'est un sujet qui est complexe. Et bon, évidemment, les personnes rendues à un certain âge ont divers problèmes de santé. Puis effectivement, que certaines... C'est que dans l'article, on fait beaucoup plus allusion aux pilules, mettons les pilules pour dormir, les pilules pour l'anxiété, qui sont prescrites à très grande échelle chez les personnes âgées. Évidemment, qui ont des problèmes d'insomnie qui sont plus fréquents, c'est certain. Le cycle du sommeil change avec l'âge. Et bon, certains ont eu de la difficulté à s'ajuster avec ça. Puis, bon, l'incidence d'anxiété aussi augmente beaucoup avec l'âge. Les personnes âgées qui sont en résidence, certains niveaux d'isolement, des fois, sont plus anxieux de manière graduelle. Puis, bon, vont vouloir soulager cette anxiété-là avec la médication, qui est souvent un bec et bobo ou quelque chose qui devrait être utilisé temporairement. Ceci dit, c'est vrai que dans beaucoup de cas, la médication pour l'insomnie ou pour l'anxiété va être prise de manière chronique et régulière dans le temps, ce qui n'est pas nécessairement pas juste des effets bénéfiques, là, dans le fond, surtout au niveau de la mémoire, du risque de chute, parce que ça peut s'accumuler dans le sang. Donc, puis des fois, il peut y avoir des faiblesses dans le jour, un peu de somnolence, de la fatigue, puis un risque de chute augmenté. Fracture de la hanche, fracture de la colonne, pas nécessairement vraiment top à cet âge-là. Ça peut être le début de la fin. Donc, évidemment, c'est une inquiétude qu'on a aussi, mais qui n'est pas un problème qui est relié juste aux médecins ou aux pharmaciens, qui est relié beaucoup aussi aux patients et ses volontés. Puis c'est un peu ça mon message aujourd'hui, c'est que des fois, on travaille fort pour tenter de voir avec le patient si on ne pouvait pas essayer de cesser ça, mais souvent, les gens vont être prêts à arrêter leur médicament pour la pression demain matin.
mais enlève pas la pilule pour dormir, par exemple. Parce que ça, il faut qu'ils dorment, puis ils ont besoin de ça pour dormir. Ce qui est souvent une fausse croyance, parce qu'ils sont plus efficaces. Fait que, tu sais, il y a beaucoup aussi le patient là-dedans qu'on essaie d'éduquer, mais à un moment donné, on peut pas non plus... tu sais, le médecin peut avoir passé 10 minutes à essayer d'expliquer au patient. Le patient veut rien savoir. Le médecin, à un moment donné, il prescrit. Tu parles beaucoup de pilules pour dormir. Il y a l'accoutumance aussi. Ben oui, il y a une dépendance à ça. Puis en fait, le problème est que les gens, au lieu de l'avoir... C'est ça, les gens avaient une problématique. On a prescrit quelque chose de manière ponctuelle, peut-être pour pallier un problème temporaire, mais c'est devenu les patients, évidemment, écoute, par la faute aussi, peut-être au début de pas assez de renseignements, pas assez informés, l'ont pris chroniquement, le prennent régulièrement, deviennent évidemment avec une accoutumance qui est en partie physique. Il y a une dépendance physique à plusieurs hypnotiques, mais aussi une dépendance psychologique. Ça devient une béquille. Les gens, s'ils ont peur de ne pas dormir, s'ils n'ont pas leur pilule. Donc, il y a une dépendance psychologique qui est très forte aussi. Et donc, mais ils perdent, la plupart des hypnotiques perdent beaucoup de leur efficacité. Dans les études, là, c'est qu'après 30 jours de prise chronique, le médicament ne fonctionne plus. Mais les gens sont dépendants. Donc, on est dans une problématique, effectivement, si les gens l'arrêtent d'un coup sec. Donc, ils n'auront pas, il y a un effet rebond, il y a une dépendance qui est là. Donc, il y a une manière de les cesser. D'ailleurs, là, c'est vraiment important de ne rien cesser d'un coup sec sans parler au médecin ou au pharmacien, là, parce que ça peut avoir des conséquences. Là. Mon message aujourd'hui, c'est pas de dire aux patients arrêtez vos pilules pour dormir d'un coup sec, parce qu'il faut le faire. Il y a une manière pour le faire, puis il y a un sevrage graduel, puis aussi il y a des cas qu'il faut évaluer, là, évidemment. Là, sauf que, de manière générale, il y a beaucoup de personnes qui prennent ces choses-là de manière chronique, puis qui ne devraient plus en prendre. Puis ça, il n'y a pas un médecin ou un pharmacien qui est contre ça. Puis c'est un peu l'aspect tendancieux de l'article qui dit comme si on voulait vendre ces pilules-là, puis continuer, mais c'est totalement faux. Mes pharmaciens salariés qui vendent plus ou moins de pilules, ça change absolument rien sur leur paye. Là. Puis c'est pas toujours des pharmaciens propriétaires qui disent hey, moi, je veux pas y arrêter, parce que je vais continuer à vendre cette pilule-là. Là. Le concern de tous les pharmaciens, puis mes pharmaciens salariés, c'est que le dossier des patients soit le mieux, qu'on leur donne la meilleure médication possible pour leurs problèmes de santé, puis ça, c'est comme ça. Donc, c'est pas vrai qu'on a tendance à continuer une pilule parce que c'est payant pour la pharmacie. Mais moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi qu'un journaliste écrit un article comme ça, il a pris ça quelque part. Bien, en fait, c'est la problématique que les gens âgés prennent trop de pilules de ce type-là, elle est vraie. Sauf que... mais c'est pas nécessairement le pharmacien qui est responsable. Bien, pas seulement le pharmacien, pas seulement le médecin. En fait, c'est un beau melting pot de tout ça. Des fois, est-ce qu'on devrait être plus incisif pour... forcer, oui, on s'entend, là, un petit peu les gens à adhérer à cette volonté-là de cesser, peut-être, mais à un moment donné, il faut respecter le patient aussi qui a une certaine volonté. On peut lui expliquer, on a un bon devoir de consultation puis de recommandation, mais c'est la santé des gens, c'est eux qui l'ont aussi. Donc, fait que le patient a toujours une certaine part de responsabilité dans ses demandes, dans ce qu'il veut. Bon, évidemment, on peut essayer de lui expliquer, qu'on essaie d'avoir des solutions avec lui, mais en même temps, il faut qu'il y ait une certaine volonté du patient. On ne peut pas lui rentrer ça dans la gorge non plus. Là. Donc, fait qu'il y a une problématique qui est vraie. Est-ce qu'au niveau de la rémunération, c'est vrai qu'on veut changer le modèle? Bien oui, évidemment, on voudrait passer plus de temps avec nos patients puis mieux évaluer puis être rémunéré pour ce temps-là, parce que le temps en pharmacie, c'est le nerf de la guerre, là, évidemment. Là. Mais le fait est que la plupart des gens, c'est qu'ils ne veulent pas qu'on touche à cette pilule-là aussi. Fait que... Quand on va dans les résidences de personnes âgées, il y a des gens qui ont des plats de pilules là, qui doivent... Est-ce qu'on a besoin d'en prendre autant? T'sais? Moi, je regarde ça puis je dis... Mais ça fait beaucoup de pilules, puis tu as tous les jours. Puis, oui. Comme pharmacien, bon... En gériatrie, évidemment... Vous préparez ces plats de pilules-là, oui. là, mais c'est pas nécessairement le pharmacien, c'est le médecin qui recommande parce que la personne a été malade. C'est un travail d'équipe, parce que, bon, quand le médecin fait une ordonnance, le pharmacien a un devoir de recommandation ou d'analyse. C'est correct, là, on est responsable de ce qu'on sert. Est-ce qu'autant de pilules, Daniel, est nécessaire? Bien, des fois, oui. Et des fois, non. Effectivement, qu'il peut, des fois, écoute, on represcrit certaines médications préventives à 88 ans, que peut-être qu'en prévention primaire, on n'a plus besoin de garder ça dans le dossier, mais que c'est represcrit de manière chronique. Des fois, sans se poser la question, est-ce que, rendu à l'âge qui est rendu là, est-ce que c'est encore vraiment nécessaire? Parce que ça, c'est le genre d'évaluation qu'on aimerait faire, c'est ça, mais des fois, bon, évidemment, le temps, puis, tu sais, il faut communiquer aux médecins. Les médecins aussi ont beaucoup de paperasse, fait que, tu sais, à un moment donné,
faut que ça soit arrimé pour une manière que ça soit efficient, puis que le médecin, ça ne prenne pas aussi trop de temps à tout réévaluer. Fait que, les recommandations qu'on pourrait faire, il faut que ça soit encadré, puis il faut que ça soit fait d'une manière efficiente pour pas que le travail se double, parce que comme on manque déjà de temps, le système de santé, on sait comment il déborde. Donc, il faut trouver une manière de faire ces évaluations-là pour que ce soit le mieux pour le patient, mais d'une manière efficiente. De un, mais de deux aussi, c'est sûr, effectivement, que par contre, il y a des patients il y a des médicaments qui n'ont pas le choix de prendre. Là. À un moment donné, il ne faut pas... quelqu'un un patient qui est insuffisant rénal, hypertendu, hypercholestérolémique, qui a fait de l'angine, il en prend une trolley de pilules, puis il en a besoin, parce que, il y a été une certaine époque, pas pour rien qu'on mourait à 60 ans, puis qu'aujourd'hui, c'est 80 quelques. Là, la médication fait quand même un travail qui a augmenté l'espérance de vie de beaucoup. Là. Fait que, il ne faut pas non plus dire que c'est pas le démon, les médicaments, ça amène beaucoup de bonnes choses. Mais est-ce que certains médicaments qui sont encore utiles puis qu'on ne pourrait pas faire un ménage chez certains patients? Mais tout à fait. Personne qui va dire le contraire. Mais évidemment, à un moment donné, c'est ça, c'est que il faut prendre le temps de s'asseoir avec les patients. Puis aussi, il faut que le patient aussi soit d'accord avec la décision. Si le patient prend un médicament, mettons, à 88 ans pour le cholestérol qu'il a toujours pris, il n'y a jamais eu d'événement cardiovasculaire, c'est en prévention primaire. La prévention primaire, c'est qu'on prévient un premier événement. Puis qu'on lui dit, écoutez, ça serait peut-être plus nécessaire pour vous, le risque sur 10 ans cardiovasculaire, vous risquez selon votre dossier, c'est pas ça qui va vous faire mourir finalement, ou très peu probable. Mais que le patient a dit, non, moi je ne veux pas arrêter ma médication pour le cholestérol. Écoute, les patients, s'ils se sentent plus safe en l'apprenant... Mais Daniel, c'est important ce que tu mentionnes là, parce que le rôle du pharmacien, c'est un pouvoir de recommandation. Oui, voilà, c'est un peu... Pas un peu, c'est le suivi du médecin. Tu n'es pas médecin. Non. Mais tu peux jouer quand même, parce qu'avec la formation que tu as... Oui, souvent, en fait, même on a le devoir. En fait, ça arrive, on appelle, puis on a une pratique qui est super collaboratrice avec les médecins ici. On a une super belle relation, puis ça va super bien. La clinique médicale est à côté de la pharmacie. Oui, c'est ça. Puis même, je suis sûr que mes autres collègues pharmaciens qui travaillent dans nos pharmacies, on a un milieu qui est dynamique à Montmagny, au niveau des médecins, puis tout ça, ça va super bien. Puis, ils sont super ouverts à, quand on les appelle. Moi, écoute, j'appelle les médecins une dizaine de fois par jour pour faire des ajustements, des recommandations, quelque chose qui n'est pas prié, un problème que le médecin va pas penser ou un ajustement de médication. On a le devoir même de recommandations au médecin puis de travailler en multidisciplinarité. Puis il apprécie ça parce que, écoute, le médecin aussi, le premier rôle du médecin, c'est de diagnostiquer puis d'identifier le problème médical chez un patient. Puis oui, il initie un traitement médicamenteux, mais au niveau connaissance, puis connaissance au niveau des médicaments en général, évidemment, notre formation comme pharmacien est strictement relié à ça. Donc, moi, je ne peux pas diagnostiquer un patient et dire quoi qu'il y a. Par contre, une fois que je sais ce qu'il y a, je connais toutes les alternatives de traitement. Donc, effectivement, dans le fond, c'est qu'en travaillant avec le médecin, bien évidemment, on peut trouver la meilleure option pour le patient. Puis il y a une belle complicité entre les deux. Exactement. En fait, c'est ça la dynamique entre le médecin et le pharmacien. C'est que, dans le fond, nous, on prend le diagnostic du médecin, puis ce qu'il initie comme traitement, puis parfois, la plupart du temps, c'est bien correct, mais des fois, s'il y a une problématique avec un médicament, quelque chose qui n'est pas approprié pour le patient, bien, c'est nous de vérifier avec le médecin quelle est la meilleure option, puis de faire des suggestions en ce sens-là. Donc, même chose pour une réévaluation d'un patient qui, des fois, on pense que peut-être un médicament est plus approprié, mais on a évidemment, oui, un pouvoir de recommandation, mais le devoir aussi de recommandation, puis d'en discuter avec le médecin et le patient. Mais au bout de tout ça, aussi, le patient fait ses choix selon les recommandations que le médecin ou le pharmacien lui fait. Un médecin ou un pharmacien, on ne peut jamais obliger un patient. On lui recommande, selon nos connaissances, un traitement ou de le cesser. Mais si le patient, lui, même selon nos recommandations, décide de le continuer, jusqu'à quel niveau on peut imposer notre... au bout de tout ça, parce que c'est la santé du patient. Mais, des fois, on peut ne pas être d'accord, puis on marque au dossier, écoute, on a recommandé au patient d'arrêter tout ça, mais il tient, il veut pas arrêter. Parce que sinon, le patient va aller voir un autre médecin ou un autre pharmacien, puis il va aller se chercher pareil. Fait que nous, on a pouvoir de recommandation, oui. Puis, on note au dossier ce qu'on a fait comme intervention, puis le choix du patient, mais on ne peut pas rentrer dans la gorge quelque chose à un patient. Il faut aussi qu'il y ait sa collaboration. Donc, une chercheuse estime que les pharmaciens ne devraient plus être payés à la prescription? On ne répondrait pas quoi? On est d'accord avec ça. Nous, on veut être payés pour
en fait, pour encadrer un patient, c'est un service pharmaceutique qu'on veut donner. Dans le fond, utiliser nos connaissances pour évaluer le patient, puis qu'il ait la meilleure médication pour lui possible. C'est un peu utopique d'enlever complètement... c'est comme si on change le modèle de rémunération à l'acte des médecins. Ça se fait pas du jour au lendemain. Évidemment, tu peux pas changer un système du jour au lendemain comme ça, parce que évidemment, ça va sauter. Oui, c'est ça. Mais évidemment, ça se fait graduellement, mais de plus en plus, on veut aller vers ça, vers un rôle d'évaluation des patients, puis prescrire quand c'est requis et déprescrire quand c'est requis aussi. C'est ce que tu souhaites? Présentement, c'est ce qui est en négociation. Le modèle de l'OQPP, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, est en négociation avec le gouvernement pour commencer à changer le modèle de rémunération des pharmaciens pour s'en aller un petit peu vers des services cognitifs comme ça et un peu moins basé seulement sur la distribution de médicaments. C'est très intéressant. Alors, ça complète déjà notre chronique pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec notre chronique santé et notre pharmacien, Daniel Lachance, propriétaire des pharmacies Proxime et Uniprix à Montmagny.